Si vous écoutez cette histoire en souffrant en silence aux mains d'un homme abusif, je veux que vous sachiez que vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Et si moi, à 86 ans, j'ai réussi à changer mon destin après des décennies d'abus, des traumatismes et de souffrances, vous le pouvez aussi. Bonjour, mes amours. Je m'appelle Anne Vérin, ici à Vaison-la-Romaine, Vaucluse. Tout le monde me connaît comme Mademoiselle Anne. J'ai 86 ans aujourd'hui et chaque ride sur mon visage raconte une histoire, mais je suis ici pour en raconter une en particulier, une histoire que j'ai gardée pendant 12 ans sans jamais la partager avec personne, mais après avoir reçu tant de messages de femmes demandant de la force, demandant du courage, j'ai décidé que il était temps de dire ma vérité, parce que parfois nous avons besoin d'entendre que nous ne sommes pas seuls, que d'autres ont traversé le même enfer et en sont sorties vivantes. Si vous m'écoutez maintenant, laissez un commentaire en disant de quelle ville vous venez. Cela me touche de savoir que ma voix peut aller si loin, apportant de l'espoir à des femmes que je n'ai jamais rencontrées. Et si mon histoire touche votre cœur, partagez cela. Ma petite fille dit que cela aide plus de femmes à trouver ces histoires de survie. Je suis née en 1939 dans une petite maison le long de la rivière Ouvèze, quand Vaison-la-Romaine n'était qu'un point sur la carte, où la foire départementale était l'événement le plus important de l'année. Mon père était pêcheur, ma mère faisait des courtes pointes, le genre d'artisanat fait main que les touristes aimaient. Nous étions 6 enfants, partageant des lits dans la même chambre, mangeant du poisson et du pain de maïs tous les jours. Mais nos cœurs étaient pleins de joie quand septembre arrivait et que la ville se transformait en festival. J'ai rencontré Sébastien en 1955 lors d'une nuit à la foire départementale. J'avais 16 ans, il en avait 22. Arrivant, tout important, dans la voiture de son père, Roland Vérin. La famille Vérin était l'une des plus anciennes de Vaison-la-Romaine, propriétaire d'une entreprise de transport fluvial qui faisait naviguer des bateaux vers Avignon, des Sciences de Moyens, respectés. Roland était veuf, ayant perdu sa femme quand Sébastien avait 10 ans. Il ne s'était jamais remarié. Il avait élevé son fils seul, les deux si proches qu'ils étaient comme deux pois dans une cosse. Sébastien m'a conquise avec un poème qu'il a inventé sur le moment, là au milieu de la foule. Fille aux yeux bruns de la ville fluviale, mon cœur est devenu un bateau navigant sur ton sourire. Anne Vérin vole mon vote. Tout le monde applaudit. Je suis devenue rouge comme une tomate, mais à l'intérieur, mon cœur avait déjà choisi. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. And 1957, c'était un mariage mondain, église pleine, réception au club de campagne, des cadeaux même du maire. Ma famille modeste se mêlait à l'élite de Vaison-la-Romaine, mais Roland Vérin faisait en sorte de bien traiter tout le monde. C'était un homme éduqué, parlait doucement, toujours avec son chapeau Panama et son costume blanc repassé. Sébastien l'idolâtrait. Chaque geste de son père était une loi,
chaque mot une vérité absolue. Nous avons emménagé dans une grande maison sur la rue de Louvèze, face à la rivière Ouvèze, une maison victorienne en bois, à 2 étages. Une de ces vieilles maisons avec une véranda enveloppante où la brise soufflait toute la journée. Roland vivait dans la maison d'à côté. Les 2 propriétés reliées par une passerelle couverte. Pour faciliter les visites, expliquait Sébastien, mais c'était pas des visites. C'était une extension de la même maison, père et fils vivants, comme s'ils ne faisaient qu'un. Ma belle-mère, Constance Vérin, était la 2e femme de Roland, une belle femme, beaucoup plus jeune que lui, venue d'Avignon. Elle s'est mariée quand Sébastien avait déjà 20 ans, incapable d'avoir des enfants à elle. Elle était gentille avec moi, mais vivait dans l'ombre des 2 hommes de la maison, plus comme un meuble qu'une vraie personne. Les premières années étaient une lune de miel constante. Sébastien me gâtait, apportait des cadeaux d'Avignon, m'emmenait dans les meilleurs endroits. J'ai eu mon premier enfant en 1958, Roland Jr., un nom qui n'a même pas été discuté. Il était déjà décidé avant sa naissance. Puis est venue Marine en 1960, Sébastien Junior en 1962 et ma plus jeune, Marianne, en 1965. Roland était un grand-père excessivement présent. Il passait plus de temps chez nous que chez lui, prenait le café avec nous, le déjeuner, le dîner, jouait avec les petits-enfants. Il avait un avis sur tout, de la couleur des rideaux à l'endroit où inscrire les enfants. Sébastien ne prenait jamais une décision sans consulter son père d'abord. Papa a de l'expérience, disait-il. Papa sait ce qui est mieux. Au début, je trouvais ce respect magnifique. Après tout, Roland avait été à la fois père et mère pour Sébastien. Il méritait de la considération, mais au fil des années, j'ai commencé à réaliser que c'était pas un respect normal, c'était une dépendance, une adoration, quelque chose qui dépassait le naturel et entrait dans le territoire malsain. Quand Marine est née avec un problème cardiaque, les médecins de Vaison-la-Romaine ont dit qu'elle avait besoin d'une opération à Avignon. J'ai commencé à faire les valises pour voyager, mais Sébastien m'a arrêté. Attends que papa revienne de son voyage de pêche pour qu'on décide. Il est revenu 3 jours plus tard, 3 jours où ma fille a souffert pour que Roland dise l'évidence qu'il fallait aller à Avignon. L'entreprise familiale prospérait, la flotte de bateaux grandissait, le commerce avec Avignon était rentable, mais c'était Roland qui commandait tout. Sébastien était partenaire sur le papier, mais en pratique. Plus comme un employé obéissant. Quand j'ai suggéré qu'il prenne plus d'initiative, j'ai reçu une réprimande qui m'a laissé sans voix. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Papa a construit cet empire, il sait ce qu'il fait. Constance souffrait en silence. Elle voyait son mari plus intéressé par la vie de son fils que par sa propre femme. Par un après-midi d'une chaleur infernale, j'ai trouvé en train de pleurer dans la cour arrière. C'est dur de rivaliser avec un fantôme, a-t-elle dit, essuyant ses larmes. La première femme est morte, mais elle est encore vivante dans le soleil. Et maintenant, je dois rivaliser pour l'attention avec eux deux.
En 1968, Roland a eu sa première crise d'hypertension. Le médecin a ordonné moins de sel, moins de travail, moins de soucis. Sébastien est devenu fou. Il a engagé une infirmière privée, acheté un tensiomètre, transformé la maison en clinique de santé. Il vérifiait la pression de son père 5 fois par jour, notait tout dans un carnet, appelait le médecin pour le moindre changement. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer des changements dans le comportement de mon mari. Il devenait anxieux quand son père mettait trop de temps à rentrer du travail. Il faisait des cauchemars où Roland mourait et se réveillait en sueur, pleurant, m'enlaçant comme un enfant effrayé. Une fois, je l'ai trouvé dans la chambre de son père, sentant les vêtements dans l'armoire, pleurant doucement. Les festivals de septembre continuaient d'animer Vaison-la-Romaine. Mais notre famille n'y participait plus comme avant. Sébastien ne voulait pas laisser son père seul. Et s'il a une crise pendant qu'on est à la foire, Roland essayait encore de discuter, disait qu'il allait bien, mais son fils ne l'écoutait pas. Nous restions à la maison, écoutant la musique de la foire au loin, prisonniers de la peur irrationnelle de Sébastien. 1972 était l'année où tout a commencé à s'effondrer. Roland a eu une légère crise cardiaque. Il a survécu, mais était affaibli. Le médecin était catégorique. Il devait réduire drastiquement ses activités, passer le commandement de l'entreprise, mais le passer à qui? Sébastien n'avait pas la structure psychologique pour prendre la relève dès que son père est tombé malade. Il est tombé malade aussi, maux de tête, vomissements, tremblements. Les enfants grandissaient un peu perdus dans cet environnement. Roland Jr., l'aîné, développait une personnalité rebelle, se faufilant pour regarder les préparatifs de la foire marine, avec son cœur déjà opéré mais encore fragile, était toujours malade. Je pense qu'elle intériorisait la tension dans la maison. Les deux plus jeunes s'adaptaient à cette routine étrange où le grand-père commandait plus que le père. Constance. Es morte en 1975, accident vasculaire cérébral pendant son sommeil. Elle n'a pas souffert. À l'enterrement, Roland a pleuré, mais un pleur contenu comme quelqu'un remplissant une obligation sociale. Sébastien a pleuré plus pour sa belle-mère que son propre mari. Après l'enterrement, Roland a pratiquement emménagé chez nous, juste le temps de m'habituer à la solitude, disait-il. Mais nous savions tous que ce serait pour toujours. La santé de Roland empirait d'année en année. Le diabète s'ajoutait à l'hypertension et aux problèmes cardiaques. Ses jambes gonflaient. Sa vision déclinait. Son raisonnement devenait lent. Mais Sébastien n'acceptait pas le déclin de son père. Il cherchait des médecins à Avignon, Grenoble, même à l'étranger. Nous dépensions des fortunes en traitements expérimentaux, médicaments miracles, promesses vides. En 1978 est arrivé le diagnostic qui changerait tout. Roland avait Alzheimer. Encore au stade précoce, mais progressant rapidement. Le médecin a préparé la famille. Il oubliera qui vous êtes. Il redeviendra comme un enfant.
Il peut devenir agressif, avoir des hallucinations. C'est une maladie cruelle. Sébastien ne l'acceptait pas. Mon père a l'esprit le plus brillant que je connaisse. C'est une erreur médicale. Il cherchait d'autres spécialistes. Tous confirmaient le diagnostic. C'est alors que mon mari a commencé à montrer des signes que sa propre santé mentale ne tenait qu'à un fil. Il a créé une routine de soins obsessionnels. Il se réveillait toutes les heures pour vérifier si son père respirait. Il enregistrait les conversations pour avoir la preuve que Roland était encore lucide. Quand le vieil homme a commencé à oublier les noms, Sébastien faisait des albums photos, forçait son père à regarder, répétait de vieilles histoires, essayant de réveiller les souvenirs. Ma mère est venue me rendre visite pendant cette période. Elle vivait toujours dans la même petite maison où je suis née. Une vie simple, mais paisible. Elle est restée une semaine, observant notre routine chaotique. Avant de partir, elle m'a tiré à part. Ma fille, ton mari est perturbé. Quand le vieil homme mourra, il va complètement perdre la tête. Sois prudente. J'ai essayé de la rassurer. Disait que c'était une phase difficile, mais que ça passerait. Maman a secoué la tête. Il y a des hommes qui ne savent pas vivre sans leur père. Quand ils perdent leur ancrage, ils perdent l'esprit. J'y ai pas prêté beaucoup d'attention à l'époque, mais ces mots n'arrêtaient pas de me trotter dans la tête. L'année 1979 a commencé avec Roland, complètement dépendant. Il ne reconnaissait plus personne, appelait Sébastien par divers noms, me confondait avec des gens du passé. Il avait besoin d'aide pour tout. Mang, c'est laver, aller aux toilettes. Nous avons engagé des infirmières 24 heures sur 24, transformé la chambre en mini-hôpital. Sébastien dépérissait avec son père. Il a perdu 15 kilos, développé des tics nerveux, parlait tout seul. Il passait des nuits blanches au chevet de son père, lui tenant la main, suppliant pour un signe de reconnaissance qui ne venait jamais. L'entreprise familiale coulait, mais il s'en fichait. Seul son père comptait. C'était un dimanche de mars que j'ai trouvé Sébastien dans la chambre de son père, portant les vêtements du vieil homme, se regardant dans le miroir. Je lui laissais me blé, n'est-ce pas? A-t-il demandé avec un sourire étrange. Parfois, je pense que nous sommes la même personne. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. C'était le présage de la tempête à venir. En mai, Roland a eu une pneumonie sévère. Les médecins ont abandonné tout espoir. Une question de jours, peut être d'heures. Sébastien est entré dans un déni profond. Il a survécu à pire. Il surmontera ça aussi, mais le corps de 74 ans n'avait plus de force. Il a agonisé pendant 3 jours, avec son fils à ses côtés, suppliant pour des miracles. Il est mort à l'aube de juin, la veille de la foire départementale de Vaison-la-Romaine. La ville se préparait pour le festival, mais dans notre maison, le monde s'était terminé. Sébastien a tenu le corps de son père pendant des heures, ne laissait personne s'approcher. Il dort juste. Répétait-il. Papa se réveille toujours, il revient toujours à moi. Ils ont dû sédater mon mari pour préparer le corps, pour la veiller. Pendant l'enterrement, il semblait un zombie. Regard vidé, mouvement automatique, murmurant, des mots déconnectés,
Quand le cercueil a été descendu dans la tombe, il a essayé de sauter dedans. Les hommes l'ont retenu. Il s'est débattu, a crié, a pleuré comme un enfant. Nous sommes rentrés à la maison en silence. Sébastien s'est enfermé dans l'ancienne chambre de son père. Il est resté des heures, ne répondant pas quand nous frappions à la porte. C'était comme si une partie de lui avait été enterrée avec Roland le lendemain. La ville explosait de célébrations. La foire départementale envahissait les rues avec du rouge, du blanc et du bleu. La musique résonnant partout, mais notre maison était une tombe. Sébastien errait dans les pièces comme une âme perdue, cherchant son père dans les coins, la plante. C'était le 3e jour après l'enterrement que le pire est arrivé. J'étais dans la cuisine quand j'ai entendu des cris venant de la maison voisine où Roland vivait. Je suis courue voir ce que c'était. La porte était ouverte. Je suis entrée appelant Sébastien. Ce que j'ai vu dans cette pièce me hante encore aujourd'hui. Quand je suis entrée dans la maison de Roland cet après-midi de juin, l'odeur des boules de naphtaline et des médicaments imprégnait encore l'air. Sébastien était dans la chambre principale, portant les pyjamas de son père mort, allongé sur son lit, mais ce n'était pas ce qui a gelé mon sang. C'était ce qui faisait à ma mère. Maman était restée quelques jours de plus après l'enterrement pour m'aider trop de bon cœur, comme elle l'a toujours été. Elle était là, recroquevillée dans le coin de la pièce, sa robe déchirée, des marques rouges sur son cou, pleurant doucement pendant que mon mari, complètement dérangé, criait qu'elle était Donatienne Fatima, la première femme de Roland, morte il y a plus de 30 ans. Reviens-moi. Fatima, hurlait-il, les yeux vitreux, ne voyant pas la réalité. Je sais que tu as simulé ta mort pour t'enfuir avec cet homme de commerce. Mais maintenant, Roland est mort. Nous pouvons être ensemble. J'ai couru pour aider ma mère. Sébastien m'a poussé avec une force que je ne pensais pas qu'il avait. J'ai heurté le dos contre la commode, renversant de vieux cadres photos. Le bruit semblait réveiller quelque chose en lui. Il m'a regardé, confus, puis ma mère par terre, comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait. Anne, a-t-il appelé mon nom pour la première fois en jour? Quoi? Qu'ai-je fait? J'ai aidé maman à se lever. Elle tremblait de partout, pouvait à peine tenir debout. La marque de ses mains sur son cou commençait déjà à bleuir, mais le pire était ses yeux, la terreur mêlée de pitié, comme quelqu'un voyant un animal féroce qui n'est pas coupable d'être une bête vivante. Maman, ai-je dit, la tenant fermement, rentrons chez nous. Sébastien a essayé de nous suivre, mais j'ai verrouillé la porte. Il est resté dehors, frappante, pleurant, suppliant pardon pour quelque chose dont il ne se souvenait même pas. J'ai emmené maman dans ma chambre, nettoyé ses blessures, donné de l'eau sucrée pour la calmer. Tu dois le faire interner. Ma fille a dit, maman, quand elle a pu parler, cet homme a perdu la tête pour de bon. Aujourd'hui, c'était moi. Demain, ça pourrait être toi. Opérer un des enfants. Je savais qu'elle avait raison. Mais comment faire interner son propre mari
En 1979, les hôpitaux psychiatriques étaient pour les fous complets. Ceux qui bavaient et mangeaient des mouches. L'hôpital psychiatrique le plus proche était à Avignon. Et la honte d'avoir un mari interné était quelque chose qui marquait une famille pour toujours cette nuit-là. J'ai enfermé ma mère et les enfants dans la chambre avec moi. Sébastien a passé l'aube à errer autour de la maison, parlant à des fantômes. Je l'entendais appeler son père, sa première femme, des gens morts depuis des décennies. Parfois, il riait, parfois il pleurait, parfois il criait des absurdités. Le matin, je l'ai trouvé endormi sur la véranda, serrant un portrait de Roland. Il semblait si vulnérable, c'est perdo. Pendant un moment, j'ai eu pitié. Cet homme brisé n'était pas le Sébastien que je connaissais, qui m'écrivait des poèmes d'amour, qui m'a donné 4 enfants. C'était juste une coquille vide, cherchant des morceaux de lui-même. J'ai appelé le docteur Alain Pascal, le médecin de famille depuis des années. Il a examiné Sébastien, posé des questions auxquelles mon mari répondait par des délires. Il disait que son père s'était transformé en oiseau, qu'il revenait tous les jours pour parler. Il disait que sa vraie mère, Donatienne Fatima, se cachait dans le grenier, attendant le bon moment pour apparaître. Madame Anne m'a appelé le médecin à part. Votre mari a eu une grave crise psychotique. La mort de son père a déclenché quelque chose qui était probablement déjà late. Il a besoin d'un traitement spécialisé, de médicaments forts, peut être une hospitalisation. Pour combien de temps ai-je demandé, sachant déjà que je ne voulais pas entendre la réponse. Impossible de dire, ça pourrait être des semaines, des mois. Il y a des cas qui ne se rétablissent jamais complètement. Le poids de ces mots est tombé sur moi comme une pluie d'hiver. 4 enfants à élever, une entreprise familiale qui coulait, un mari devenu étranger dans sa propre maison. Comment porter tant de malheurs seul? J'ai d'abord essayé un traitement à domicile. Le docteur Alain a prescrit des sédatifs puissants, des antipsychotiques qui laissaient Sébastien droguer, mais contrôler. J'ai engagé un infirmier pour aider, un homme fort, au cas où il faudrait contenir des crises, mais les médicaments ne faisaient que masquer le problème. Un après-midi, Sébastien s'est réveillé de la sédation, plus agité que jamais. Il a réussi à sortir de la chambre, est allé directement dans la cuisine où Marine, ma fille du milieu, faisait du café. Elle avait 19 ans, cheveux longs comme les miens, traits qui me rappelaient Sébastien quand il était jeune. Constance, a-t-il crié en la voyant, la confondant avec la défunte deuxième femme de Roland. Rentre à la maison, Roland t'attend. Marine a essayé de courir, mais il était plus rapide. Il l'a saisie par les bras, l'a secouée fort. Pourquoi as-tu fui? Pourquoi l'as-tu abandonnée? La fille a crié, terrifiée. Je suis arrivée en courant quand j'ai entendu les cris. Quand je suis arrivée dans la cuisine, Sébastien avait coincé Marine contre le mur, ses mains sur son cou, serrant, yeux absents, perdu dans un délire du passé. J'ai attrapé la première chose que j'ai trouvée, une poêle en fer, et j'ai frappé sa tête de toutes mes forces. Il est tombé, inconscient. Marine toussait, pleurait, m'a enlacée,
Tremblant de tout son corps, j'ai regardé mon mari allongé par terre, un filet de sang coulant de sa tempe. Et pour la première fois, j'ai pensé qu'il vaudrait mieux qu'il ne se réveille pas. Mais il s'est réveillé 2 heures plus tard, confus, ne se souvenant de rien. Il a regardé la blessure dans le miroir, a demandé ce qui s'était passé. Quand je lui ai dit, il a pleuré comme un enfant. Il a demandé pardon à genoux, jurait qu'il ne ferait plus jamais de mal à personne, me suppliait de ne pas l'abandonner. J'ai besoin d'aide. Anne, sanglotait-il, je ne peux pas contrôler ce qui se passe. C'est comme si d'autres personnes prenaient possession de mon corps, faisaient des choses que je ne ferais jamais cette nuit-là. J'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai appelé l'hôpital psychiatrique à Avignon, programmé l'admission. J'ai préparé une petite valise avec des vêtements de base, des produits d'hygiène. La photo de notre mariage qu'il aimait tant, ce sera pour peu de temps. Ai-je menti quand je lui ai parlé de l'hospitalisation ? Juste jusqu'à ce que tu surmontes cette crise, il a accepté, résigné, comme un agneau allant à l'abattoir. Sur le bateau pour Avignon, il est resté silencieux, regardant la rivière passer. Parfois, il murmurait des choses déconnectées sur Roland, se transformant en poisson-chat, sur le besoin de revenir bientôt pour s'occuper de son père. L'hôpital était un bâtiment gris en périphérie de la ville, barreaux, fenêtres, murs hauts, atmosphère de prison. À l'accueil, j'ai rempli des formulaires interminables, antécédents familiaux, symptômes, épisodes de violence. Chaque question était un coup à ma fierté, une confirmation que ma vie s'était effondrée. J'ai dit au revoir à Sébastien dans la cour intérieure. D'autres patients erraient, certains parlant seuls, d'autres immobiles comme des statues. Sébastien m'a enlacé fort. Comme un enfant effrayé le premier jour d'école, un revient vite me chercher. A-t-il demandé, promets que tu ne seras pas longue ? Je promets. Ai gementi encore. Car au fond, je savais déjà que je ne pourrais peu être jamais ramené l'homme que je connaissais. Je suis retournée à Vaison-la-Romaine, le cœur lourd. Des enfants posaient des questions sur leur père. J'ai inventé qu'il était parti en voyage d'affaires. Marine ne disait rien. Le traumatisme de la quasi, étranglement l'avait rendue silencieuse sur le sujet. Elle me serrait juste plus fort la nuit, comme pour s'assurer qu'elle était en sécurité. Les mois passaient lentement. J'appelais l'hôpital chaque semaine, toujours la même réponse, patient stable, mais sans amélioration significative. J'ai visité 2 fois. La première fois, Sébastien m'a reconnu, a pleuré, a supplié de rentrer. La deuxième fois, il m'a appelé Fatima tout le temps, a demandé si j'avais amené Roland en visite. L'argent s'épuisait rapidement. L'hôpital privé coûtait une fortune, les médicaments importés encore plus. J'ai vendu des bateaux de l'entreprise, licencié des employés, fait ce que je pouvais pour maintenir les dépenses. Mais c'était comme essayer de vider la rivière avec un seau percé. C'est alors que j'ai découvert les dettes. Sébastien avait contracté des prêts cachés dans les derniers mois, signé des billets à ordre, donné des bateaux en garantie,
tout, pour payer des traitements miraculeux pour son père déjà mourant. Les créanciers ont commencé à apparaître, des hommes sévères, avec des contrats en main, des menaces voilées d'expulsion. Mon frère aîné, Jean, est venu de Grenoble pour aider Envotsot, formé. Il connaissait les lois, il a examiné les contrats, secoué la tête, découragé. Anne, tu vas tout perdre. Maison, bateau, même les meubles. Sébastien a hypothéqué l'impossible. Le désespoir est trop faible pour décrire ce que je ressentais. 4 enfants dépendants de moi, un mari interné, sans prévision d'amélioration, des dettes impayables frappant à la porte. J'ai pleuré jusqu'à m'épuiser, prié jusqu'à perdre ma voix, supplié pour une aide divine qui ne semblait pas venir. Lors d'une aube sans sommeil, assise sur la véranda, regardant la rivière, j'ai eu une épiphanie cruelle. Roland avait laissé une assurance vie, une valeur considérable, suffisante pour payer les dettes et avoir du reste. Mais le bénéficiaire était Sébastien, et avec lui, interné comme incompétent. L'argent était bloqué dans un limbo bureaucratique. C'est alors que le diable a murmuré à mon oreille: si Sébastien mourait, l'assurance me reviendrait. En tant que sa femme, les dettes seraient payées, les enfants auraient un avenir, le cauchemar finirait. Il suffisait d'un accident, une overdose de médicaments, une chute dans les escaliers, une noyade dans la rivière. J'ai repoussé la pensée pécheresse. Comment pouvais-je envisager de tuer le père de mes enfants? Mais l'idée revenait insistante. Chaque fois qu'un créancier frappait à la porte, chaque fois que je voyais le désespoir dans les yeux des enfants, c'est alors que j'ai reçu la dernière visite de ma mère. Elle était plus âgée, plus voûtée, mais ses yeux toujours perçants. Elle est restée une semaine observant notre calvaire. La veille de son départ, elle m'a emmené marcher le long de la rivière. Ma fille, a-t-elle commencé lentement? Il y a des serpents qu'on tue en leur marchant dessus. D'autres ont besoin d'une machette. Sébastien est devenu un serpent venimeux. Si tu le laisses en vie, il finira par mordre tout le monde. Je l'ai regardé, effrayée. Maman avait toujours été religieuse, craignant Dieu. Entendre ça, elle était comme voir une sainte blasphémer. Je ne dis pas de faire quoi que ce soit. A-t-elle continué? Je dis juste que parfois, Dieu comprend que nous devons être les instruments de notre propre salut. David a tué Goliath. Judith a décapité Holoferne. Parfois, la violence est une justice déguisée. Elle est partie le lendemain, mais les mots sont restés fermented, grandissant, prenant forme. Plus je résistais, plus l'idée semblait logique. Un homme fou, violent, qui a presque tué sa propre fille, un poids mort, aspirant les ressources dont les enfants avaient besoin, une menace constante de revenir pire qu'il n'était. L'enfer doit être plein de bonnes intentions et les miennes ont pavé le chemin de ce qui s'est passé. Ensuite, ça je raconterai après. J'ai besoin de respirer un peu, prendre une gorgée d'eau, revivre ces souvenirs. C'est comme ouvrir une vieille blessure. Ça fait mal, même après avoir guéri. On dit que la conscience est le pire bourreau, qu'il soit
Eh bien, la mienne m'a tourmentée pendant des semaines. Après cette conversation avec maman, j'ai dormais mal, mangueis, pira, perdais 10 kilos et nous mois. Les enfants demandaient ce qui n'allait pas. J'inventais des excuses, manque de leur père, souci d'argent, fatigue accumulée. Juin 1980 est arrivé avec les couleurs du festival explosant à Vaison-la-Romaine. La ville pulsait de rouge, de blanc et de bleu, la musique résonnant jour et nuit, mais notre maison restait grise, les dettes augmentaient. Les créanciers devenaient plus agressifs. Un jour, ils ont même affiché un avis de vente aux enchères à la porte. La maison serait vendue aux enchères publiques si nous ne payions pas dans les 30 jours. Marine ne sortait plus de sa chambre. Le traumatisme de l'attaque de son père s'était transformé en syndrome de panique. Tout bruit fort la faisait trembler, pleurer, se cacher dans le placard. Roland Jr. a pris la posture d'homme de la maison à 22 ans, abandonné l'université pour essayer de sauver ce qui restait de l'entreprise, mais c'était trop tard. L'entreprise Vérin était pourrie de l'intérieur. C'était un jeudi que j'ai reçu la lettre de l'hôpital. Sébastien avait empiré, il avait besoin d'un traitement plus intensif, des médicaments expérimentaux, une thérapie par électrochoc, le coût triplerait. Il demandait une décision urgente, continuer le traitement coûteux ou transférer dans l'aile publique de l'asile, où les fous pauvres pourrissaient, oubliés. Je me suis assise sur le lit, tenant ce papier, ma tête palpitante. Comment expliquer aux enfants que leur père serait jeté avec les indigents parce que nous n'avions plus d'argent? Comment me regarder dans le miroir en sachant que j'avais laissé cela arriver? Comment vivre avec la honte d'avoir un mari dans l'asile des pauvres? Cette nuit-là, je suis allée à l'église principale. Le père Joseph, une vieille connaissance, a entendu ma confession sans rien dire. J'ai pleuré, supplié pour une guidance divine, cherché dans les Écritures une réponse qui ne venait pas. Le prêtre, sage dans ses 70 ans, a seulement dit « Parfois, Dieu nous laisse passer par la vallée de l'ombre pour tester notre foi. Ce qui compte, ce n'est pas l'obscurité. Mais comment nous en sortons? Je suis rentrée chez moi sans réponse, mais avec quelque chose qui se formait dans ma poitrine. C'était plus du désespoir, c'était une détermination froide. Si Dieu n'allait pas fournir un miracle, je fournirais la solution moi-même, même si je devais salir mes mains de manière irréversible pour le faire. J'ai commencé à faire des recherches discrètement aux heures mortes. J'ai lu sur les poisons qui laissent pas de traces, les accidents qui semblent naturels, les morts soudaines, sans explication. La bibliothèque municipale avait des livres médicaux d'Etchimi, même des manuels de premiers secours qui enseignaient entre les lignes comment causer une aide définitive. J'ai découvert que certaines plantes le long de la rivière Ouvèze étaient mortelles à des doses spécifiques, que mélanger des médicaments psychiatriques avec de l'alcool provoquait un arrêt cardiaque accidentel, qu'une noyade chez une personne sédatée était pratiquement indétectable, des informations morbides que je notais en code cachées dans la pièce de couture. Le plan a mûri lentement. Ça ne pouvait pas être à Vaison-la-Romaine, une petite ville où tout le monde connaissait notre histoire. Ça devait être à Avignon.
lors d'une visite à l'hôpital, accident tragique pendant une sortie thérapeutique. La rivière Ouvèze était profonde, le courant fort. Combien ne se noyait-il pas chaque année? J'ai programmé une visite pour juillet. J'ai dit aux enfants que j'essaierais une nouvelle conversation avec les médecins sur un traitement moins cher. J'ai préparé un sac avec des vêtements légers, des documents et dans un compartiment secret une bouteille de sédatif liquide, puissant restant des traitements à domicile. Le voyage en bateau a pris 12 heures. Je suis restée sur le pont, regardant la rivière passer. Répétant mentalement chaque détail, j'arriverai à l'hôpital, convaincrai les médecins de libérer Sébastien pour une sortie supervisée. L'air frais fait du bien. Argumenterai-je. Nous irons au bord de la rivière, un lieu public, mais avec des tronçons isolés. Le reste serait une question d'opportunité et de courage. Avignon m'a accueilli avec une chaleur qui craquait l'asphalte. J'ai pris le bus jusqu'à l'hôpital, suant froid à l'intérieur, feu à l'extérieur. À l'accueil, j'ai rempli des formulaires, montré des documents, souri aux infirmières. Comme l'épouse dévouée que j'étais, les mensonges ont les jambes courtes, mais les miens n'avaient besoin que de quelques heures. Sébastien était dans l'aile intermédiaire, pas la pire. Mais loin d'aller bien, quand il m'avouait, il a eu un moment de lucidité. En tout es vegno. Il m'a enlacé comme un noyé s'accroche à une planche pendant un instant. Yoi, Vatsili, c'était l'homme que j'avais aimé, père de mes enfants, compagnon de 2 décennies, mais ensuite il a regardé par-dessus mon épaule et a demandé « Où est papa? Est-il venu avec toi ?» La lucidité est partie aussi vite qu'elle était venue. J'ai passé 3 heures à écouter des délires sur Roland, vivant au fond de la rivière, envoyant des messages par des poissons-chats enchantés, le médecin responsable, le docteur Combe, était un homme fatigué qui en avait déjà trop vu. J'ai expliqué la situation financière, supplié pour des alternatives. Il était honnête, sans traitement approprié. Il végétera avec le traitement. Peut être qu'il s'améliorera dans quelques années, peut être. Puis-je l'emmener se promener? Ai-je demandé nonchalamment? Ça fait des mois qu'il n'a pas vu le soleil correctement. Le docteur Combe a hésité, consulté le dossier. Sébastien n'était pas considéré comme dangereux, juste perturbé, avec une supervision appropriée, 2 heures maximum. Signé la décharge de responsabilité. J'ai signé d'une main ferme une condamnation à mort déguisée en sortie, péché mortel, camouflé en acte de miséricorde. J'ai aidé Sébastien à passer du pyjama d'hôpital à des vêtements de ville. Il était maigre, barbeau, sentant les médicaments et le désespoir, mais il souriait, heureux de la liberté temporaire. J'ai pris un taxi jusqu'au bord de la rivière Ouvèze. Saison sèche, plage exposée, mais l'eau restait profonde à quelques mètres. Les touristes prenaient des photos, les vendeurs ambulants proposaient de l'eau de coco, les enfants jouaient dans le sable, décor parfait pour que la tragédie semble un accident. Nous nous sommes assis sur un banc sous un chêne.
Sébastien parlait sans arrêt de son enfance avec Roland, des voyages de pêche sur la rivière, des festivals de la Saint-Jean, qu'il ne se souvenait même pas correctement. J'ai acheté de l'eau de coco, attendu le bon moment pour ajouter le sédatif. Mais ma mente tremblait, ma conscience criait, mon cœur s'emballait. Tu sais, j'ai rêvé de toi hier, a-t-elle dit soudain. Lucide. Nous étions jeunes à nouveau, dansant la danse carrée au festival de juin. Tu portais cette robe à carreaux que ta mère avait cousue. Tu te souviens, je m'en souvenais, premier festival auquel nous sommes allés ensemble, encore en couple. Il m'avait marché sur le pied pendant la danse, s'était excusé 1000 fois, acheté une barbe à papa pour se faire pardonner. Nous étions heureux. Alors, l'avenir devant nous, l'amour dans les yeux, le souvenir m'a brisé. J'ai commencé à pleurer, sangloteur, trembler de tout mon corps. Sébastien m'a enlacé maladroitement. Confus par mon désespoir, ne pleure pas, Annie, tout ira bien. Papa disait toujours, Dieu prend soin de ceux qui s'aiment. C'était la mention de Roland qui m'a ramené au présent. Je me suis souvenu de Marine tremblant dans le placard, maman avec des marques violettes sur le cou, la maison hypothéquée, les enfants sans avenir. L'amour s'était transformé en chaîne, nous liant tous à un malade mental qui ne guérirait jamais. Je me suis levée, déterminée, marchons un peu, il a accepté joyeusement, satisfait du simple programme. Nous sommes allés au tronçon le plus isolé de la plage, où de gros rochers créent des piscines naturelles à marée basse, un endroit parfait, eau profonde, juste là, courant fort. Peu de témoins regardent, un dauphin. Sébastien a pointé au milieu de la rivière. Il n'y avait pas de dauphin, mais j'ai fait semblant de voir. C'était le signal que j'attendais. Quand il s'est penché pour mieux voir, j'ai atteint la bouteille dans ma poche, juste la verser dans sa bouche pendant une distraction, attendre la somnolence, l'aider à glisser sur les rochers humides. Mais ma main restait paralysée. Le diable murmurait « Fais-le maintenant. L'Angakrit ne tue pas. » La conscience débattait entre les deux. Une sueur froide coulait dans mon dos. Mes jambes vacillantes tenaient à peine mon corps. « Anne, vas-tu bien ?» Sébastien a remarqué mon état. Tu es pâle, tremblante. Mieux vaut t'asseoir. Il m'a ramené au banc, s'est assis à côté de moi, a mis son bras autour de mes épaules. Pendant un moment, il a oublié sa folie. N'était qu'un mari prenant soin de sa femme. La tendresse inattendue m'a complètement désarmée. Je ne peux pas faire ça. Et je murmurais, faire rien, mon délire. Nous sommes restés là jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. Il s'est endormi sur mon épaule, respiration paisible de quelqu'un qui ne porte aucune culpabilité. J'ai regardé la bouteille dans ma poche une dernière fois, puis je l'ai prise et l'ai jetée dans la rivière. Je l'ai regardée couler, emportant avec elle le plan diabolique que j'ai failli exécuter. Nous sommes retournés à l'hôpital en fin d'après-midi. J'ai rendu Sébastien aux infirmières, signé des papiers, remercié pour l'opportunité. Le docteur Co m'a informé que la semaine suivante, il serait transféré dans l'aile publique, faute de paiement.
J'ai accepté, résignée. Je ne tuerai pas mon mari, mais je ne pouvais pas non plus payer un traitement impossible. J'ai dit au revoir avec un baiser sur le front. Il a souri, a fait un signe et retourné à ses fantômes intérieurs. Je suis sortie de l'hôpital avec une âme lourde, mais une conscience propre, ou presque propre. Le presque tuerait mon sommeil pendant des années, mais c'était un petit prix comparé à ce que j'ai failli faire. Je suis rentrée à Vaison-la-Romaine sur le bateau de nuit. Les étoiles se reflétaient sur la rivière sombre. Le vent froid coupait la peau. J'ai pensé à sauter, tout arrêter d'un coup, mais je me suis souvenue des enfants qui attendaient à la maison. Ils n'étaient pas coupables des péchés de leurs parents. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé Roland Junior sur la véranda. Maman, il faut qu'on parle. Le ton était trop sérieux à mon goût. Je me suis préparée à d'autres mauvaises nouvelles. Nouveau créancier, nouvelle dette, nouvelle disgrâce. Mais ce qu'il a dit a tout changé. J'ai découvert quelque chose sur grand-père Roland, quelque chose qui pourrait résoudre nos problèmes. Mais c'est compliqué. Peut être même dangereux. Es-tu prête à écouter? Je l'ai regardé. Mon fils est né si semblable à son père avant la folie, déterminé, protecteur, prêt à tout pour la famille. Peut être que le salut viendrait par des chemins que je n'avais pas imaginés. Peut être que le miracle avait un autre nom. Dis-moi, ai-je répondu, me préparant au prochain tournant de cette histoire qui semblait sans fin, car la vie est ainsi. Quand vous pensez avoir touché le fond, vous découvrez que vous pouvez toujours creuser plus profond, ou alors, avec de la chance, trouver l'échelle qui était là tout le temps, attendant juste quelqu'un d'assez courageux pour grimper. Roland Junior m'a emmené dans l'ancien bureau de Roland, tiroir fouillé, papier éparpillé, signe qu'il avait passé des jours à chercher quelque chose. Il a allumé une lampe à kérosène. L'électricité avait été coupée faute de paiement et a commencé à expliquer Maman, grand-père n'était pas le saint que tout le monde pensait. J'ai trouvé des contrats des rechos, des lettres. Il gérait un réseau d'usure pendant des décennies, prêtait de l'argent à des taux exorbitants, prenait des propriétés à ceux qui ne pouvaient pas payer. Il y a des gens qui ont tout perdu à cause de lui. J'ai pris les papiers avec des mains tremblantes, contrat avec des signatures tremblantes d'analphabète, intérêt de 50% par mois, propriété confisquée pour de petites dettes. La fortune Vérin avait des racines pourries. Il n'y a plus à continuer Roland. Constance, sa deuxième femme, elle n'est pas morte d'un AVC. J'ai trouvé une lettre d'elle cachée dans un livre disant qu'elle allait s'enfuir car le vieil homme la battait. Elle a disparu la veille de sa mort, cercueil fermé, personne n'a vu le corps. Je pense qu'il a simulé sa mort pour éviter la honte d'une femme en fuite. La révélation m'a laissé étourdie. Constance est vivante. Donc cet enterrement, ce deuil, tout était mensonge. Les souvenirs se réorganisaient. Sébastien pleurant plus que son beau-père, cercueil scellé à cause de l'état du corps, hâte inhabituelle
pour l'enterrement. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Ai-je demandé, encore en train de traiter, parce que j'ai découvert où elle est. Constance vit à Grenoble, a changé de nom, s'est remariée et elle a des preuves de tout ce que le vieil homme a fait si elle se présente. L'héritage peut être contesté. Les dettes de papa pourraient être annulées si nous prouvons que l'argent était sale. C'est notre chance. L'espoir s'est allumé rapidement, mais s'est éteint encore plus vite. Elle ne voudra pas s'impliquer. Elle s'est enfuie. Il y a des années, a reconstruit sa vie. Pourquoi reviendrait-elle? Roland a souri, un sourire que je n'aimais pas. Il ressemblait à son père quand il planifiait quelque chose, parce que nous lui ferons une offre qu'elle ne pourra pas refuser. Soit elle aide, soit nous révélons à tout le monde qu'elle est vivante. Le bigamie est un crime, sa nouvelle vie s'effondre, c'est du chantage. Ai-je protesté faiblement? C'est de la survie. Préférerais-tu voir la famille dans la rue? Marine traumatisée, les petits sans éducation. Parfois, il faut se salir les mains pour protéger ce qu'on aime. Les mots de ma mère résonnaient. Parfois, la violence est une justice déguisée. Peut être que je n'avais pas besoin de tuer quelqu'un. Peut être que la violence était juste psychologique, aussi cruelle. Mais sans sang sur mes mains, nous sommes allés à Grenoble la semaine suivante. Roland avait enquêté. Constance vivait sous le nom de Françoise Mallet, mariée à un marchand prospère, 2 enfants adolescents, belle maison dans un quartier huppé, fille comfortable, passé enterré. Quand nous avons frappé à la porte, une domestique a répondu, disant que la dame ne recevait pas sans rendez-vous. Roland a montré une vieille photo, Constance à côté de Roland, sourire forcé d'une femme malheureuse. Dites-lui que c'est à propos de son premier mari. Elle voudra nous recevoir quelques minutes plus tard. Nous étions dans le salon luxueux. Constance est entrée lentement, vieillie, mais reconnaissable quand elle a vu la photo dans la main de Roland. Elle a perdu ses couleurs, s'est assise lourdement dans le fauteuil. Je savais que ce jour viendrait, a-t-elle murmuré. Que voulez-vous? J'ai expliqué la situation. Sébastien, en feu, dettes impayables, enfant sans avenir. Elle l'écoutait en silence, les larmes coulant discrètement quand j'ai mentionné les documents que Roland avait trouvés. Elle s'est redressée. J'ai des preuves pires. A-t-elle révélé son journal confessant des crimes, des photos de femmes qu'il utilisait comme paiement de dettes? Je l'ai caché avant de m'enfuir, au cas où j'aurais besoin de me défendre. Je n'ai jamais imaginé que ça servirait pour ça. Allez-vous nous aider? Ai-je demandé, pleine d'espoir. Elle a hésité, regardant la porte d'où venaient les rires d'adolescents dans la cuisine, ces nouveaux enfants qui ne connaissaient pas la mère d'avant. Si je fais ça, ma vie ici s'arrête. Mon mari ne connaît pas le passé. Les enfants pensent que je suis veuve de mon premier mariage. Comment expliquer que j'ai simulé ma propre mort? Vous n'avez pas besoin de tout dire, a argumenté Roland, juste que vous étiez marié avant, que vous avez fui un mari violent. Les documents prouvent ces crimes. Ne mentionnez pas la fausse mort. Elle a longuement réfléchi.
finalement soupiré, résigné. J'ai passé 20 ans à avoir peur qu'il me trouve, maintenant qu'il est mort. Être-il temps d'enterrer le fantôme pour de bon? Mais il y a des conditions. Les conditions étaient simples, son identité préservée au maximum. Le procès serait intenté par nous, utilisant des preuves fournies par une source anonyme, aucun contact. Après la remise des documents, nous avons tout accepté. 3 jours plus tard, elle est apparue à l'hôtel avec une mallette lourde à l'intérieur, un trésor plus précieux que l'or, des carnets de comptabilité parallèles, des contrats illégaux, des confessions écrites de la main de Roland, même des photos compromettantes de lui avec diverses femmes, certaines clairement mineures. Je n'ai jamais dit à personne, Edith Constance, en remettant la mallette, mais c'était un monstre. Ça a commencé subtilement, jalousie, contrôle, puis est venue la violence physique. Quand il a menacé de prêter mon corps pour payer la dette d'un client, j'ai fui, laissé tout, changé tout, vécu caché pendant des années. J'ai enlacé cette femme courageuse qui partageait avec moi la douleur d'avoir été la propriété d'un homme cruel. Nous avons promis de ne jamais révéler son emplacement, de ne jamais la rechercher à nouveau. Elle est partie soulagée. Les fantômes du passé, enfin exorcisés, de retour à Vaison-la-Romaine. J'ai cherché le docteur Raymond Delorme, le meilleur avocat de la ville. Il a examiné les documents, les yeux s'écarquillant à chaque page. C'est de la dynamite pure. Roland Vérin était un criminel de carrière, avec ses preuves. Beaucoup de dettes sont annulables. Et plus encore, l'État pourrait devoir payer des compensations pour complicité. Shérif, Yougos, tout le monde savait et n'a rien fait. Le procès a été intenté en août 1980. Toute la ville bouillonnait de scandales. Des familles lésées par Roland apparaissaient en masse, des veuves qui ont perdu des maisons, des orphelins laissés sans héritage, des commerçants ruinés par l'usure. Saint-Roland-Vérin est devenu démon Roland-Vérin du jour au lendemain. Les dettes de Sébastien ont commencé à tomber une par une. Les juges annulaient les contrats, considéraient les paiements comme restitution pour des vols antérieurs. Les créanciers qui étaient complices de Roland ont disparu, effrayés d'être poursuivis eux aussi. En octobre, grande victoire. L'État a reconnu une responsabilité partielle, payé une compensation substantielle pour l'omission des autorités face aux crimes continus, assez d'argent pour payer la dette restante et avoir un capital pour recommencer. Mais je voulais plus que de l'argent, je voulais une justice poétique. Pendant les enquêtes, j'ai découvert que Roland avait une maison secrète où il emmenait ses maîtresses, un endroit isolé au bord d'un ruisseau. Personne ne savait qu'elle était à lui. Elle avait été abandonnée depuis sa mort, envahie par la végétation. Une aube, j'y suis allée seule, maison en ruine, mais structure solide à l'intérieur, meubles poussiéreux, lit double avec des draps pourris, un lieu de péché, attendant une pénitence. J'ai eu une idée qui semblait un message divin ou diabolique.
difficile à distinguer quand le désespoir guide les actions. Je suis revenue le lendemain avec des galons d'essence. Répandre le liquide inflammable était un rituel de purification. Chaque pièce recevait sa dose, chaque meuble sa portion de carburant. Enfin, le lit où Roland a souillé des femmes désespérées. J'ai allumé l'allumette d'une main ferme. Je tremblais plus, n'hésitais plus. Je l'ai jeté sur le lit et regardé le feu naître, grandir, dévorer en quelques minutes. Toute la maison brûlait, les flammes léchaient, le ciel nocturne. La fumée s'élevait comme une offrande au Dieu vengeur. J'ai regardé de loin, le bois craquait, les tuiles tombaient, la structure s'effondrait, avec elle brûlait l'héritage pourri de Roland. Cendre au vent, péché se transformant en fumée, mauvais souvenirs se dissolvant dans l'air. Quand les pompiers sont arrivés, il ne restait que des braises. Ils ont dit que c'était une combustion spontanée. Vieille maison, bois sec, étincelle d'un éclair lointain, et personne n'a beaucoup enquêté. Après tout, ce n'était qu'une ruine abandonnée d'un propriétaire mort et déshonoré. Mais pour moi, c'était plus. C'était une crémation symbolique des années de souffrance. Sébastien n'a jamais mis le feu à la vraie maison par accident ou par folie, mais j'ai volontairement brûlé le temple de la perversion. La justice a plusieurs visages, et cette nuit-là, j'ai montré le mien. Décembre a apporté la dernière carte. Sébastien serait bientôt transféré à l'asile public. J'ai fait une dernière visite, décision prise sur son avenir. J'ai trouvé un homme flétri, fainé. La folie avait consumé le peu qu'il restait. Il ne reconnaissait personne. Parlait aux morts, voyait des fantômes dans tous les coins. Les médecins disaient que la détérioration était irréversible. Il vaudrait mieux que Dieu le prenne, a commenté le docteur Combe, sans réaliser le poids de ses mots. Il souffre, sans même savoir qu'il souffre, la famille souffre, par extension. Parfois la mort est une miséricorde. J'ai acquiescé silencieusement, mais Dieu semblait sourd aux demandes. Ou peu être attendait-il que je sois l'instrument de ma propre prière? La veille du transfert à l'asile, j'ai fait une dernière visite. Sébastien a été sédaté, dormant, agité. L'infirmière a informé que les doses calmantes avaient été augmentées. Patient, très agité récemment, je suis restée seule avec lui dans la chambre. L'homme que j'aimais, qui m'a donné des enfants, qui m'a fait souffrir, coquille vide où l'âme était partie depuis longtemps, respiration difficile à cause de tant de médicaments, cœur fatigué de porter un corps inutile. J'ai pris l'oreiller supplémentaire du lit à côté du sien. Je n'ai pas planifié, pas pensé. Les mains agissaient seules, guidées par la miséricorde ou le mal. J'ai placé l'oreiller sur son visage, pressé avec la force de décennies de douleurs accumulées. Il ne s'est pas débattu. Trop sédaté pour réagir, trop faible pour résister. Secondes qui semblaient des heures, jusqu'à ce que la respiration s'arrête. Le corps se relâche. Le tourment a enfin pris fin. J'ai retiré l'oreiller, l'ai remis à sa place, arrangé son corps, fermé des yeux déjà clos, embrassé le front froid dans un adieu qui aurait dû arriver des années plus tôt,
J'ai appelé l'infirmière. Je pense qu'il est parti. Il dormait. Il a arrêté de respirer. Elle a vérifié les signes vitaux, confirmé le décès. Le médecin est venu examiner superficiellement arrêt cardiaque, courant chez les patients avec tant de médicaments. Personne n'a questionné, personne n'a enquêté. Un fou meurt, le monde continue de tourner, certificat de décès, mort naturelle par arrêt cardiaque, pieux mensonge pour une vérité cruelle, mort par la miséricorde d'une épouse fatiguée. Nous avons enterré Sébastien à côté du père qu'il aimait tant. Justice poétique. Ensemble dans la mort comme il était dans la vie, les enfants ont pleuré, j'ai séché des larmes qui ne venaient pas, deuil à l'extérieur, soulagement à l'intérieur, poids que je portais depuis des années, dans le cercueil. Le prêtre a prié sur les péchés pardonnés, promis la vie éternelle. Je me demandais si cela incluait un meurtre miséricordieux, si Dieu comprend le désespoir d'une femme. À la limite, la réponse viendra à mon propre jugement final. Mais ce jour-là, rentrant du cimetière, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La liberté, maison sauvée, enfants en sécurité, avenir possible. Prix payé en sang et en feu, conscience lourde, mais famille protégée. Parfois, la violence est une justice déguisée. Parfois, la mort est une libération. Parfois, une femme doit être bourreau pour cesser d'être victime. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, mais je le referai, car entre la sainteté et la survie, j'ai choisi de vivre. Et j'ai vécu le lendemain de l'enterrement de Sébastien, était le premier jour de ma nouvelle vie. Je me suis réveillée sans le poids de la peur, sans l'angoisse des visites à l'asile, sans les dettes impossibles frappant à la porte. Pour la première fois depuis des années, le soleil entrant par la fenêtre semblait vraiment illuminer, pas seulement éclairer. Marine a été la première à remarquer le changement. Maman est différente, a-t-elle commenté au petit déjeuner. Elle semble plus légère. Si elle savait combien cette légèreté a coûté, ne la trouverait-elle pas si belle? Mais les enfants n'ont pas besoin de porter les péchés de leurs parents. Chaque génération mérite sa chance à l'innocence. Avec l'argent de la compensation de l'État et la vente de certaines propriétés récupérées, j'ai réorganisé la vie. D'abord, un traitement psychologique pour Marine. J'ai trouvé un psychologue à Avignon, spécialisé dans les traumatismes. Je l'y emmenais une fois par mois. Petit à petit, ma fille a recommencé à sourire, à sortir de sa chambre, à vivre. Roland Jr. a repris ses études. Je l'ai envoyé à Paris, école de droit dans une bonne université publique. Je veux que tu sois un avocat honnête. Et je dis à l'adieu, utilise la loi pour protéger, pas exploiter. Il a compris le message, m'a enlacé fort, promis d'honorer le nom de la famille de la bonne manière. Les deux plus jeunes ont continué à Vaison-la-Romaine, mais dans une école privée maintenant, uniforme, repoché, matériel complet. Déjeuner qui n'était pas juste de la bouillie de maïs. Et petits luxes qui semblaient des miracles après tant de privations. J'ai rouvert certaines entreprises de la famille Vérin, mais différemment, pas d'usure.
d'exploitation, de contrats prédateurs. Les bateaux faisaient du transport honnête, Prexiustes, traitement digne des gens de la rivière. J'essayais de nettoyer le nom que Roland avait sali pendant des décennies. 1982 a apporté le 75e anniversaire de la foire départementale. Pour la première fois depuis la folie de Sébastien, nous y avons vraiment participé. J'ai porté du rouge, du blanc et du bleu avec fierté, emmené les enfants au stand, chanté des chansons jusqu'à l'aube. Marine a dansé pour la première fois depuis des années, tournoyant dans une robe qu'elle avait choisie elle-même. C'est à ce festival que j'ai rencontré Madame Rachel Delorme, femme forte de 60 ans, veuve depuis 10 ans, ayant élevé 6 enfants seule, vendant de l'artisanat. Nous nous sommes assises ensemble dans les gradins, avons commencé à parler. Elle m'a dit que son mari était mort dans un accident sur la rivière, ivre, violent, tombé du bateau une nuit sombre. Personne ne l'a vu tomber, a-t-elle dit avec un regard significatif, mais tout le monde voyait les marques qu'il laissait sur moi. Quand ils ont trouvé le corps, toute la ville a fait semblant d'être triste. J'ai fait semblant plus que tout le monde. J'ai compris entre les lignes combien d'entre nous, femmes de la vallée de l'Ouvèze, portaient des secrets similaires. Combien de veufs soulagés, combien d'accidents providentiels, combien de justices par nos propres mains. Nous sommes devenus amis. Rachel m'a présenté à d'autres femmes, couturières, lavandières, enseignantes, commerçantes, toutes avec des histoires de dépassement, certaines avec des secrets murmurés uniquement entre égales. Nous avons formé un groupe informel. Nous nous réunissions pour le café, la broderie, la conversation. Nous l'appelions le cercle de couture, mais c'était plus que ça. C'était un réseau de soutien, des protection mutuelle, de solidarité silencieuse. Quand une femme avec un œil au beurre noir apparaissait au marché, l'une de nous s'approchait, offrait de l'aide. Quand un mari violent disparaissait mystérieusement, personne ne posait de questions. 1985 est arrivé avec la démocratie revenant en France. Espoir dans l'air, changement possible. Marine s'est mariée avec un bon garçon, Filden marchand portugais. J'ai organisé une belle fête, mais discrète. Les excès attirent l'envie, l'envie attire le malheur. Au mariage, ma mère est apparue, 80 ans sur le dos, encore lucide, encore perspicace. Elle m'a tiré à part pendant la fête. Es-tu en paix maintenant? Ma fille a-t-elle demandé, me regardant dans les yeux? Je le suis, maman. J'ai fait ce que je devais. Elle a hoché la tête lentement. Le secret d'une femme est la tombe d'un homme. Garde-le bien caché. Elle est morte l'année suivante, emportant dans la tombe tout soupçon. Sur la fin de Sébastien, les années ont passé. Roland Jr. a obtenu son diplôme et retourné à Vaison-la-Romaine. A ouvert un cabinet, défendait des causes justes, aidait les pauvres, combattait les usuriers comme son grand-père l'avait été, rédemption par le travail. Nettoyage du nom de la famille. Marine a eu 3 beaux enfants, n'a jamais raconté à son mari le traumatisme de son père, créer une famille saine,
sur une fondation de silence nécessaire. Les autres enfants ont aussi suivi leur propre chemin, enseignante, médecin, marchand honnête. J'ai continué avec les petites entreprises, aidant avec le cercle de couture, étant une grand-mère présente, mais surtout, je suis devenue conseillère officieuse pour les femmes dans des situations difficiles. Combien sont venus pleurer dans ma cuisine, raconter des maris violents, montrer des bleus cachés. J'offrais toujours du thé aux herbes, des biscuits au sucre, une épaule amicale, et parfois, juste parfois, quand le cas était extrême, quand il n'y avait pas de sortie légale, je murmurais des connaissances anciennes sur les plantes de la rivière, les marais, les accidents qui arrivent. Il y a il y a moins directement. Je partageais juste des informations comme une recette de gâteau passée entre amis. Ce que chacune faisait avec la connaissance, c'était une décision personnelle, un poids individuel. Mais curieusement, Vaison-la-Romaine a connu une vague de veuves soulagées dans les années 80 et 90. 2003 a porté des discussions sur la loi contre la violence envers les femmes. Trop tard pour ma génération. Mais espoir pour les nouvelles. J'ai participé à des conférences, des réunions, des campagnes, parler en termes généraux de la violence domestique, sans jamais citer mon cas personnel. Certaines vérités sont trop lourdes à partager avec des étrangers. J'ai eu 80 ans en 2019, grande fête, famille réunie, arrière-petits-enfants courant dans la maison. Au milieu de la célébration, Marine m'a tirée à part. Maman, parfois j'ai des cauchemars sur papa. Ce jour-là, sais-tu ce qui s'est vraiment, je l'ai coupé doucement. Ton père était très malade. Ma fille, il a trop souffert. Il a infilé poché. C'est tout ce qui compte à se souvenir. Elle n'a pas insisté. Certaines portes sont mieux laissées fermées. Maintenance. En 2025, à 86 ans, et je regarde en arrière sans regret lourd. J'ai fait ce qui était nécessaire pour protéger la famille, aider d'autres femmes à trouver la force, construire une vie digne sur les décombres de la tragédie. Si le prix était de tacher mon âme, j'ai préféré une âme sale à un corps mort ou une famille détruite. Mais pourquoi raconter maintenant? Pourquoi exposer des secrets gardés pendant des décennies? Parce que je reçois des messages quotidiens des jeunes femmes piégées dans des relations abusives, souffrant en silence, ne voyant pas d'issue. Elles pensent qu'elles sont faibles, qu'elles méritent de souffrir, qu'il n'y a pas d'alternative. Elles ont besoin d'entendre qu'il y a toujours un choix, même difficile, même extrême. Je n'encourage pas la violence aujourd'hui. Il y a des lois, des commissariats spécialisés, une protection qui n'existait pas, mais pour celles qui vivent la terreur quotidienne, qui craignent pour la vie de leurs enfants, qui ont épuisé les ressources légales. Je veux qu'elles sachent que d'autres ont survécu avant elles, que la force féminine doit parfois être brutale pour être efficace. Chaque histoire est unique. Chaque femme connaît la taille de son désespoir. Je raconte juste la mienne pour dire vous n'êtes pas seul. Des générations d'entre nous ont traversé l'enfer et en sont sorties vivantes, certaines avec les mains sales, la conscience lourde, des secrets éternels, mais vivants, est en fin de compte, vivre est ce qui compte. Si cette histoire vous a touché, si vous ou quelqu'un
que vous connaissez a besoin de force pour quitter une situation abusive, ne renoncez pas. Cherchez de l'aide, dénoncez, battez-vous. Et si la loi échoue, si le système vous abandonne, si le danger est plus grand que la protection, souvenez-vous que la survie n'est pas un crime, c'est un instinct, c'est un droit, c'est une justice. Laissez vos commentaires disant d'où vous écoutez. Chaque message me montre que cette chaîne de force féminine continue, traverse les frontières, connecte des femmes qui se sont jamais rencontrées, mais partagent des douleurs similaires. Partagez l'histoire. Si vous croyez que chaque femme mérite de vivre sans peur, suivez pour plus d'histoires vraies de dépassement. Car en fin de compte, c'est ce que nous sommes, des guerrières avec des rites de guerre, des cheveux blancs de bataille, des mains cailleuses de combat, mais des guerrières, des survivantes, des gagnantes. Que Dieu pardonne nos péchés nécessaires, que la Vierge Marie comprenne nos choix impossibles et que chaque femme écoutant trouve sa propre force, son propre kémine, sa propre libération. Amen. Mes chers, jusqu'à la prochaine histoire. Et souvenez-vous,